Bonjour, je suis Camille Wever, présidente de la maison de joaillerie Wever, première entreprise à mission du secteur du luxe. Chaque mois, avec les Voix de l'Audace, je pars à la rencontre de personnes audacieuses et inspirantes. Je célèbre celles et ceux qui osent, prennent des risques, tracent leur propre chemin et qui, je l'espère, vous donneront à votre tour l'envie de franchir le pas et d'oser. Mais l'audace ne se résume pas au succès. Elle s'accompagne de doutes, d'épreuves, de remises en question et de rebonds. Ici, nous parlerons des coulisses du changement, du courage qu'il faut pour avancer et des leçons que mes interlocuteurs en ont tirées en chemin. Alors, êtes-vous prêts à explorer l'envers du décor ? Le premier épisode de Voix de l'Audace a été lancé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Un épisode particulier qui dresse un état des lieux factuel des inégalités de genre et nous interroge sur la pertinence des mesures mises en place telles que les lois Copé-Zimmermann et Rixain. Il met également en lumière les défis encore à relever aujourd'hui. Si ce podcast vous inspire, n'hésitez pas à le noter, à laisser un témoignage et à le partager. Bienvenue à ce premier rendez-vous des Voix de l'Audace, un espace d'échange direct et sans filtre. Ce lancement coïncide avec la Journée internationale des droits de la femme, donc le 8 mars, un moment clé pour s'interroger sur les inégalités et réfléchir à des solutions concrètes et durables. Alors, pourquoi les Voix de l'Audace ? Eh bien, Wever a le statut d'entreprise à mission. Nous sommes une joaillerie engagée, respectueuse de l'humain et de la nature, mais notre engagement va au-delà. On soutient activement la cause féminine et notamment l'égalité femmes-hommes. Donc, l'audace, c'est d'ouvrir le dialogue avec des personnalités qui sont inspirantes, qui sont complémentaires, qui sont toutes engagées sur des enjeux majeurs. Elles apporteront des regards croisés, mêlant analyse, expérience et action. Et c'est également la possibilité de pouvoir donner la parole à des modèles de réussite qui vont nous guider, qui vont vous guider, afin de nous et de vous élever et de nous accompagner dans l'arbitrage de nos décisions. Un grand merci également au cabinet de conseil Oderis pour son soutien dans cette première édition. Donc, je suis vraiment ravie aujourd'hui d'accueillir des personnalités que je considère vraiment exceptionnelles pour pouvoir discuter ensemble sur un sujet qui nous est très cher, l'égalité homme-femme et la question qui se pose aujourd'hui, quelle égalité femmes-hommes face aux nouveaux enjeux de la société. Donc, autour de la table, Eliès Joueni, qui est donc administrateur de l'Institut universitaire de France, responsable de la chaire Dauphine UNESCO Femmes et Sciences et également ancien ministre. Soumia Malemboum, présidente de la CCI Paris, VP Business Development et RSE de GEMS, qui est une entreprise experte de la data et du digital. Et elle est également fondatrice et présidente d'honneur de l'Association française des managers et de la diversité. Ensuite, on aura le plaisir d'avoir 3 autres personnes qui vont nous rejoindre. Radia Benalam, qui est associée ESG chez Oderis, un cabinet de conseil. Lorna Lucet, qui est responsable ESG biens de consommation chez Amundi, qui est le premier gérant d'actifs européens. Et enfin, Hortense Provost, qui est directrice impact chez Vestiaire Collective, qui est la première plateforme de revente de mode certifiée Bicorp. Donc cette première partie va être autour d'Eliès et de Soumia, pour comprendre un peu les inégalités qu'on constate dans les sciences et dans l'innovation. J'avais à cœur, en fait, d'échanger avec Eliès et Soumia, qui se connaissent depuis très longtemps, pour avoir, en fait, un regard à la fois scientifique et puis peut-être aussi encore plus pragmatique avec Soumia. Donc, la première question que j'ai en tête, c'est pourquoi est-ce que les femmes sont à ce point-là sous-représentées dans les études et les carrières scientifiques ? Je vais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, 30% des étudiantes sont ingénieurs. En tout cas, dans les écoles d'ingénieurs, uniquement 30% sont des femmes. Uniquement 20% des brevets ont été déposés par des femmes. Et au niveau des chercheurs, on remarque aussi que uniquement 29% sont des femmes. Si on regarde au niveau des GAFAM, les directions en général sont occupées uniquement par des hommes. Et si on regarde aussi les comités exécutifs,
eh bien, on se rend compte que les femmes occupent des fonctions qui ne sont pas forcément liées au core business, à tout ce qui est technologique ou scientifique, mais plutôt à la direction marketing ou communication. Donc, ma première question, Eliès, pourquoi est-ce qu'il y a cette sous-représentation des femmes ? D'abord, merci de... Pardon. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Alors, tout d'abord, une raison qui n'en est pas une, enfin, ou plutôt un argument que l'on peut ou qui a pu être mis en avant et qui n'est absolument pas correct. Il n'y a aucune différence, a priori, en termes de compétences entre les femmes et les hommes dans toutes les disciplines. Toutes les études qui ont essayé de montrer que les hommes seraient plus ceci, les femmes plus cela, en fait, ne concluent pas réellement en ce sens. Donc, a priori, les femmes ont autant de compétences que les hommes pour réussir dans les filières scientifiques et pour s'y engager. Alors, pourquoi ne le font-elles pas ? Pourquoi sont-elles peu présentes ? Eh bien, en fait, on fait face à un cercle vicieux dans lequel on va avoir à la base des stéréotypes, comme quoi, justement, les sciences ne sont pas faites pour les femmes ou que exceller en sciences n'est pas fait pour les femmes. À partir de là, les femmes vont s'auto-censurer, souvent parce qu'elles ont le choix aussi des filières. Très souvent, lorsqu'une jeune fille est bonne en mathématiques, elle est aussi bonne en français, elle est aussi bonne en philo, en histoire, etc. Donc, si on lui renvoie l'image que ça n'est pas fait pour elle, que les sciences ne sont pas faites pour elle, elle va aller vers d'autres disciplines. Mais ça veut dire qu'on verra moins de femmes dans des carrières scientifiques. Ça va venir renforcer le stéréotype en disant vous voyez bien, ce ne sont pas des carrières pour les femmes. Vont s'ajouter à cela des choses qui sont plutôt de nature, ce ne sont plus des stéréotypes, mais ce sont des micro-violences. C'est-à-dire que les filles, au quotidien, au lycée, peuvent entendre des choses, mais tu l'as fait toute seule, l'exercice de mathématiques, c'est pas possible. T'es une fille, tu peux pas avoir trouvé toute seule. Donc, à force d'entendre ça et de subir ça, ça n'est pas une moindre confiance en elles, c'est simplement que tout leur renvoie que ça n'est pas pour elles et donc elles vont s'auto-censurer. Alors après, deux choses, et on y reviendra probablement. D'abord, la bonne nouvelle, et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de différence en termes de compétences a priori, c'est qu'il y a des pays dans lesquels il y a plus de 50% de femmes dans les filières scientifiques. Donc c'est plus un phénomène de culture que de nature. Et puis ensuite, on a pu le voir dans certains pays, des évolutions très rapides. Alors c'est vrai que l'on partait de loin, mais au Sénégal, en 10 ans, entre 2005 et 2015, ils sont passés de 9% de femmes dans les filières scientifiques à 30% de femmes dans les filières scientifiques. Donc, ils sont loin des 50, mais ils ont multiplié par 3. Et justement, Eliès, par rapport à ça, ça peut sembler assez contre-intuitif, mais il semblerait que dans les pays plus en voie de développement, il y ait moins cette inégalité qu'on retrouve dans les sciences entre les hommes et les femmes par rapport justement aux pays développés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est vrai déjà et est-ce que vous avez des chiffres ? Et ensuite, comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle le gender paradoxe, c'est-à-dire que dans les pays qui ont le plus promu l'égalité homme-femme, eh bien, ces pays-là sont ceux où les femmes vont être les moins présentes dans les filières scientifiques. Donc, elles vont être présentes dans l'environnement professionnel en général, mais très peu présentes dans les filières scientifiques. Et souvent, elles vont être plus présentes dans des filières qui vont rémunérer moins bien. Donc, il n'y a plus de répartition des rôles, entre guillemets, entre l'homme au travail et la femme à la maison, comme dans une société patriarcale conservatrice. Donc tout le monde est au travail, mais il y a des métiers qui sont plus pour hommes, des métiers qui sont plus pour femmes. Et comme par hasard, les métiers les plus rémunérateurs sont souvent pour les hommes et les métiers moins rémunérateurs pour les femmes. Alors, d'abord, ça, on le constate quand on analyse les données PISA, eh bien, on voit que les filles vont être beaucoup plus performantes, beaucoup plus présentes dans les filières scientifiques, dans un certain nombre de pays où, pour autant, les indices d'égalité homme-femme sont plutôt plus faibles. Et donc, tout se passe comme si nos sociétés, d'une manière générale, étaient rétives ou freinaient l'égalité homme-femme. Et donc, quand on met une égalité de droit, eh bien, on va trouver des moyens plus pernicieux pour continuer à faire une séparation et finalement créer de nouvelles sources d'inégalité
par l'accès ou le non-accès des femmes à certaines filières. Alors évidemment, personne ne leur interdit d'aller vers ces filières-là, mais on va leur renvoyer le fait que ces filières sont des filières plus masculines que féminines. Justement, cette, quelque part, exclusion des femmes dans les matières scientifiques ou technologiques, est-ce que ça a une conséquence concrète? Est-ce que ça peut justement créer finalement des retards dans certains domaines? Et ça m'intéresserait d'avoir l'avis de Soumia et également votre avis sur ce sujet-là. Alors oui, d'abord, c'est une source d'inégalité, homme-femme, première chose, mais c'est aussi une perte de compétences pour la société dans son ensemble. On est dans des sociétés où on a des besoins accrus en ingénieurs, on est dans des sociétés où les nouvelles technologies jouent un rôle de plus en plus grand, et l'on se prive finalement d'une partie importante de la population qui pourrait exceller dans ces disciplines-là. Et les postes qui ne sont pas pris par des femmes qui pourraient exceller vont être pris par des hommes, alors les excellents y sont déjà, mais par des hommes qui sont probablement, potentiellement moins compétents que ne l'aurait été la femme. Donc on se prive de compétences, et ça c'est un vrai problème. Et puis après, quelle société, mais peut-être que là aussi on y reviendra, quelle société voulons-nous construire si les femmes sont absentes du développement des nouvelles technologies, sont absentes des développements de l'intelligence artificielle? Eh bien, on va construire une société qui va être inégalitaire, qui va maintenir les stéréotypes, qui va les renforcer. Et là-dessus, si on n'agit pas, eh bien, on va se tirer une balle dans le pied. Soumia, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que la situation est très difficile et même plutôt grave, parce que dans le secteur de l'économie de la connaissance, donc avec l'arrivée de l'IA, aujourd'hui, la masse de données entrante, c'est tout l'embarqué de ces décennies, finalement, qui ont été... ces données se sont faites sans les femmes, et que l'ensemble des algorithmes aujourd'hui qui sont développés pour l'ensemble de l'économie, pour des produits, pour les services, y compris pour la science, pour la santé, partent de données massives qui sont genrées, enfin plutôt masculines. Et donc, cette démarche de rattrapage, elle va être extrêmement longue, et il va falloir agir de manière très volontariste auprès de l'ensemble des acteurs qui développent, évidemment les big tech, mais pas que. Il faut que les pouvoirs publics aussi s'emparent de ce sujet, et il faut être en capacité de former, bien sûr, massivement déjà les développeurs au biais, parce que c'est quand même eux qui sont en première ligne aujourd'hui, puisqu'on n'a que 15% de femmes qui managent des projets IA dans l'IA. Donc, on voit bien que ça va être très long également de former aux compétences IA les femmes, alors qu'en fait, de 2018 à 2023, les demandes de compétences en IA ont été multipliées par 7. Et donc, le vivier des femmes n'est pas suffisant. Donc, on va devoir déjà déconstruire les biais et les stéréotypes de ceux qui sont à la manœuvre en matière de développement des algorithmes, les codeurs, les concepteurs. Et ensuite, il va falloir aussi mettre en place des garde-fous, en quelque sorte, des experts qui vont aussi vérifier comment les algorithmes ont été réalisés et s'ils ne sont pas biaisés, ce qui est encore le cas. Donc, on est dans une situation difficile aujourd'hui, parce que le temps qu'il va falloir former les cohortes, et effectivement, on voit bien que pour le moment, une étude démontre que 7% des jeunes adolescentes vont vers les métiers de la tech. On est quand même sur une pente plutôt descendante aujourd'hui au niveau des générations actuelles et futures. Donc, c'est pour ça que moi, je parle souvent de plan Marshall de l'IA. C'est l'IA à destination de 50% de la population que les femmes représentent, pour justement rentrer dans le jeu et faire partie de ces grandes transformations. Parce que, voilà, comme je dis souvent une expression de Mandela, ce qui se fait pour nous, sans nous, va se faire contre nous. Et donc, je pense qu'il est urgent
et toute contribution est nécessaire. Chacun d'entre nous agissons, mais je pense que ça ne va pas être suffisant. Il va falloir avoir une approche plus volontariste, et notamment auprès des pouvoirs publics et des acteurs de la tech. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il faut absolument trouver des outils qui vont pouvoir identifier justement ces biais, avec aussi la question qui est que tous ces GAFAM, finalement, sont dirigés aussi par des hommes. Donc, c'est un peu le serpent, entre guillemets, qui se mord la queue. J'avais une dernière question sur la partie scientifique. J'ai lu dans un magazine que la problématique aussi de la sous-représentation des femmes dans les métiers scientifiques, et notamment en médecine, pouvait aussi vraiment poser un problème, notamment au niveau du diagnostic de certaines maladies, ou du meilleur protocole le plus adéquat également. Qu'est-ce que vous en pensez, Eliès ? Alors, il y a plusieurs choses, mais effectivement, la faible présence des femmes en sciences a un impact évidemment sur les femmes, a un impact sur la société, mais aussi un impact sur la science elle-même. Parce que comment se construit la science ? La science se construit par l'agrégation d'un certain nombre de chercheurs où chacun, en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de ses compétences, etc., va explorer dans certaines directions. Plus on est nombreux, plus on explore de directions et plus on a de chances de trouver des choses intéressantes. Donc, avoir de la diversité parmi les personnes qui sont directement dans l'activité de recherche, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là aussi, se priver de cette diversité, c'est se fermer des voies, des opportunités. Et puis après, dans le champ de la médecine plus particulièrement, il se trouve que, d'abord, là aussi, on construit sur un terreau qui est très ancien. Le monde de la médecine, pendant très longtemps, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais tous les pontes étaient des hommes, tous les médecins presque étaient des hommes. La recherche médicale, pendant longtemps, c'est beaucoup plus focalisé sur des symptômes qui sont étudiés sur les hommes, en partant du principe que les femmes, c'est compliqué parce qu'il y a les cycles hormonaux, etc. Donc, un homme, c'est plus stable dans le temps. Donc, je vais plutôt suivre une cohorte à majorité masculine. Mais ce faisant, je passe à côté de symptômes ou d'évolutions de maladies qui sont différenciées. Et c'est quelque chose qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on sait que la plupart des cohortes qui ont été utilisées pendant l'épidémie du Covid étaient... Alors ça, on n'est plus à avoir des cohortes qui sont essentiellement masculines, mais soit on n'avait pas pris soin de noter quels étaient les hommes et quelles étaient les femmes, ce qui veut dire qu'on était incapable d'identifier le lien qu'il pouvait y avoir entre le symptôme et le sexe de la personne, l'évolution de la maladie et le sexe de la personne. Et donc, on passe à côté d'un certain nombre d'informations, parce qu'une fois qu'on a moyenné, eh bien, on perd en qualité d'information, donc on perd en qualité de diagnostic et d'action. Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous proposer maintenant à Lorna, à Radia et à Hortense de nous rejoindre pour élargir la discussion et plus uniquement être centré sur les sciences. Donc moi, j'ai une question un petit peu ouverte. Donc on se serre un petit peu, voilà. Aujourd'hui, Radia, Lorna, Soumia également, où est-ce qu'on en est, les entreprises, sur l'égalité homme-femme, en termes de gouvernance, en termes d'égalité des recrutements, en termes de promotion, d'écart de rémunération ? Vaste question. Oui, du coup, c'est une vaste question. Bon, déjà, je pense qu'il faut dire que les entreprises sont le miroir de la société. On sort à peu près d'une quinzaine d'années où il y a eu beaucoup de législation, notamment en France. On a eu la loi Copé-Zimmermann qui obligeait à avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. On a eu l'index égalité hommes-femmes. On a eu aussi la loi Rixin tout dernièrement. Donc voilà, il y a eu plein de législations qui ont fait que les entreprises ont été obligées de se saisir de ce sujet-là. Du coup, on a vu aussi MeToo 2017. Et ensuite, ça a enchaîné du coup sur la nomination d'un certain nombre de responsables diversité, responsables égalité hommes-femmes, de politique au sein des entreprises. Et puis,
On vient de voir dans les derniers mois, presque un mois et demi, mais aux États-Unis, c'est un peu plus, ça vient d'un petit peu plus loin, 2022, on pourrait déjà penser, d'un retour en fait du masculinisme. Et qui se voit également dans les entreprises avec un certain nombre d'hommes qui se disent que ces politiques d'égalité homme-femme, en fait, sont des politiques discriminatoires pour eux. Et aujourd'hui, en tout cas aux US, on le voit véritablement, on en parlera peut-être un peu plus tard, il y a un retour en arrière d'un certain nombre d'entreprises qui abandonnent leur politique égalité homme-femme, qui abandonnent leur politique diversité, égalité et inclusion. Pareil pour les universités aux États-Unis, etc. En France, aujourd'hui, et en Europe, si on entend ce discours masculiniste dans les entreprises, en revanche, on ne voit pas d'action volontaire de la part des entreprises d'aller dans ce sens-là. Et les derniers rapports de durabilité, et je pense que Radia, tu pourras peut-être en parler, les derniers rapports de durabilité qui viennent de sortir ne font pas état d'un retour en arrière sur ces sujets-là, ni en termes de communication, ni en termes d'engagement, ni en termes d'indicateurs suivis. Oui, Radia, ça m'intéresserait d'avoir également ton point de vue. Effectivement, je suis assez alignée avec le discours de Lorna, nous, de manière aujourd'hui très concrète. En France, alors il y a peut-être un impact sur la société de manière assez large, et peut-être qu'on le verra de plus en plus dans les prochains mois. Au niveau des entreprises, en tout cas, on a l'impression, à la fois pour les très grandes entreprises, mais aussi pour les entreprises de taille plus petite, que nous, on adresse en tout cas chez Oderis de manière un peu plus directe, que ces sujets continuent d'être suivis, d'être pilotés avec des politiques, des stratégies, alors qui peut être variées en fonction des secteurs. On n'a pas forcément les mêmes enjeux dans le secteur du bâtiment ou du conseil que je connais un peu mieux. Mais voilà, on n'a pas encore cette vague qui arrive des États-Unis, en tout cas pour le moment. Il faudra voir dans quel sens ça évolue. La législation est un garde-fou, mais les sanctions restent très limitées de toute façon. Donc c'est un garde-fou qui est là, mais en réalité, personne n'est vraiment puni si on ne respecte pas, si on ne publie pas son index EGAPRO ou si on ne respecte pas les quotas dans les conseils, dans les COMEX. Donc c'est là, mais ce qui est important, c'est je pense, de continuer à former en interne toutes les personnes qui travaillent avec des femmes, qui sont des femmes et qui sont aussi des hommes. Et ça, c'est un sujet qui est très important. Pour moi, ce point de la formation est assez crucial. Aujourd'hui, on fait plein de choses, mais on ne sait pas forcément pourquoi on les fait. Et dans quel but on les fait et comment on pourrait les faire évoluer de manière assez consciente et concrète. Et la formation, c'est à la main à la fois des grandes entreprises, mais aussi des très petites. Donc, c'est pas bloquant pour elles de monter en compétence sur ces sujets, d'accompagner ses employés et ses dirigeants sur ces sujets-là. Merci. On va reparler de l'arrivée de Trump et des conséquences que ça peut avoir en Europe également. Moi, j'avais une question pour Hortense, qui est donc chez Vestiaire Collective, qui est donc une société qui a énormément grandi, qui s'est énormément développée. Donc, j'ai deux questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour instaurer dès le départ en fait une politique justement ESG, égalité homme-femme dans une entreprise en croissance comme ça. Et l'autre question, c'était finalement la question des rôles modèles. C'est-à-dire que moi, je suis assez persuadée que ce qui va permettre aussi de faire changer les choses, c'est d'avoir des rôles modèles femmes qui vont justement nous inspirer, nous, femmes, qui ont peut-être de temps en temps moins confiance, ou ce fameux syndrome de l'imposteur, en disant elle y est arrivée, elle est arrivée à casser ce fameux plafond de verre. Donc moi aussi, je peux y arriver. Donc il y a le côté un peu cercle vertueux. Donc j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus, Hortense. Bien sûr. C'est intéressant parce qu'en fait, Vestiaire Collective, c'est un bon cas d'école par rapport à beaucoup de sujets qu'on a évoqués avant. C'est une entreprise de mode dans la tech. Donc, en termes de stéréotypes, on est un peu à mi-chemin. Et c'est un peu une bonne opportunité pour nous de travailler le sujet. On a aussi 2 cofondatrices qui sont des femmes, qui sont encore au COMEX aujourd'hui. Donc, en termes de rôle modèle, effectivement, on a aussi un positionnement, on va dire, attractif et du coup une prise de parole assez légitime sur le rôle et la place des femmes dans la tech.
Mais néanmoins, quand on regarde à l'intérieur et quand on s'est frotté au sujet concrètement et qu'on a commencé à faire le diagnostic, évidemment, on n'est pas immune à toutes les problématiques de marché qu'on a évoquées. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé par regarder des indicateurs très concrets et notamment l'index égalité homme-femme. Je reviens sur ce que tu disais. Alors effectivement, il n'y a pas de punition, mais il ne faut pas sous-estimer le risque réputationnel et d'image, parce qu'un des leviers très concrets était que la French Tech nous déclasse si on n'a pas une certaine note dans l'index égalité homme-femme, on ne peut plus faire partie notamment du Next 40. Donc voilà, c'est des petits comme ça, des petites nuances, mais qui permettent, qui font peser quand même le sujet. En tout cas, nous, ça a été un accélérateur du sujet. De se dire il faut absolument qu'on progresse sur l'index. On est allé regarder l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Il y a plein de méthodes qui existent, donc ça aussi c'est un petit appel à tous ceux qui travaillent sur le sujet de nous dire quelle est la bonne méthode quand on est une entreprise française mais implantée dans une 50aine de pays. Donc on a fait un petit peu notre méthode à mi-chemin de ce que nous demandent nos investisseurs, ce que nous demande Bicorp et ce que nous demande l'index. Et on est allé regarder donc non seulement les écarts de salaire, mais je dirais la place des femmes. Donc on a 70% de femmes chez Vestiaire, donc on a un beau vivier. Et ensuite on est allé regarder où se situent les femmes, à la fois dans la hiérarchie et à la fois à l'horizontale, parce que bien sûr les sujets de ségrégation professionnelle, encore une fois, on n'en est pas du tout immune. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on s'est mis un objectif de 50% de femmes dans le leadership. On y est assez bien arrivé, assez vite au niveau du COMEX et du board. Donc les institutions où il y a peu de monde, en 3-4 ans, on peut quand même, avec des politiques très volontaristes, y arriver. Maintenant, on a une couche intermédiaire qu'on appelle le leadership, où là, c'est un petit peu plus compliqué. On est passé de 32% à 43%, mais on a encore un peu de travail. Et surtout, quand on regarde au niveau des métiers, et c'est là que du coup l'écart salarial se crée, effectivement, il y a énormément de femmes dans les métiers du marketing, dans les métiers de la mode, du style, de la curation. Et dès qu'on rentre dans les métiers plus financiers, plus tech, plus opération, on a de moins en moins de femmes. Donc là, on est obligé de céder, notamment pour le sujet du recrutement des femmes dans la tech. C'est extrêmement difficile, même avec des politiques très volontaristes. Nous, on a une obligation pour tous les recruteurs d'avoir une femme dans le dernier round d'entretien pour tous les postes en tech. Et malgré ça, on est toujours qu'à 25% de femmes dans la tech, dans les équipes tech chez Vestiaire. Donc là, on fait des partenariats avec Women in Tech qui nous aident sur le sourcing, mais il y a un vrai sujet. Appel à la candidature. Voilà, appel à la candidature. Mais il y a un vrai sujet de sourcing, en fait. Voilà. C'est ce qui rejoint ce que disait Elias. Alors, justement, j'ai envie de poser la fameuse question des quotas. Parce que je pense que la réponse est assez nuancée. Qu'est-ce que vous pensez des quotas ? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour contrer justement ces biais sexistes ? Ou est-ce que c'est vraiment de la discrimination positive qui peut justement porter atteinte à la méritocratie des femmes ? Donc j'aimerais bien avoir l'avis d'Elias et puis de Soumia aussi sur ce sujet. Écoutez, c'est une question compliquée et notamment, on pourrait penser que mettre un quota, si jusque-là, on avait une population qui était très ceci ou cela, c'était probablement les meilleurs qu'on avait pris. Et si on met un quota, on va donc perdre en qualité puisqu'on va s'obliger à ne pas prendre les meilleurs, en quelque sorte. Or, en fait, la loi Copé-Zimmermann illustre sur le terrain le fait que c'est plus compliqué que ça. Parce que pendant longtemps, la manière dont se faisaient les recrutements dans les conseils d'administration, comme un peu partout, ça se faisait par cooptation. Et quand on fait de la cooptation et qu'on n'a que des hommes autour de la table qui ont tous fait Polytechnique, l'ENA, alors c'est un peu moins le cas pour HEC où il y a quand même déjà pas mal de femmes, mais enfin, si on est dans un board de polytechniciens et qui vont avoir tendance naturellement à coopter quelqu'un qui sort de Polytechnique, il y a de fortes chances que ce soit un homme de plus. Quand la loi est venue imposer un quota, il a fallu chercher ailleurs. Et donc, finalement, ça a obligé à élargir le cercle. Et les sociétés du CAC 40 se sont mises à faire appel à des chasseurs de tête pour aller trouver les bons profils. Et ce que l'on constate, c'est que non seulement elles ont changé leur manière de recruter pour avoir des femmes au conseil, forcément, mais que même leur façon de recruter les hommes a évolué. Et qu'aujourd'hui, il y a une diversité plus grande, même parmi les profils des hommes. Ce qui veut bien dire que ce qu'ils faisaient jusque-là n'était pas si optimal que ça. Donc, le fait de mettre cette contrainte
oblige à revoir l'ensemble du processus et on peut y gagner globalement en ayant à la fois plus de femmes et une meilleure qualité dans le processus. Simplement, quand vous mettez en place un quota, il faut veiller à informer, à accompagner, veiller à attirer vers ce quota les personnes les plus compétentes. D'une part, parce que si on ne le fait pas, on risque d'avoir un cercle vicieux qui va s'enclencher en disant « Mais vous voyez, on a pris des gens sur le quota, mais elle n'a pas été à la hauteur, etc. » Et donc, on va arrêter de pratiquer cette politique. Donc ça, c'est premier risque. Deuxième risque, c'est si on n'y fait rien, eh bien, en fait, là aussi, les études montrent que ce ne sont pas forcément, par exemple, dans les choix de filières scientifiques, les filles vont choisir de manière, plus volontiers de poursuivre des études scientifiques quand elles sont bonnes en sciences, ça c'est normal, mais la proportion de filles qui choisissent des études scientifiques croît moins vite avec leur niveau que ça n'est le cas pour les garçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met un quota et si on n'y fait pas attention, on risque de ne pas avoir les meilleurs. Parce que les meilleurs ont souvent beaucoup de choix et vont aller ailleurs. Et on va avoir des personnes qui sont moins bonnes, qui vont donc moins bien performer. Et là aussi, on va avoir le retour de bâton. Donc il faut vraiment veiller à attirer les meilleurs. Si on veille à attirer les meilleurs, il n'y a pas de raison, elles le réussiront aussi bien et autant que les hommes. Mais donc ça veut dire qu'il faut informer, il faut dire il y a des opportunités là, il faut accompagner, il faut attirer. Ça ne peut pas être juste on met en place un quota et puis on laisse faire le marché. Après, il y a aussi un sujet, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que, par exemple, dans certains boards qui sont un peu plus techniques, un peu plus scientifiques, on va peut-être rechercher un peu plus des profils ingénieurs. On a donné les chiffres tout à l'heure, les femmes issues des écoles d'ingénieurs, c'est 30%, et encore, c'est aujourd'hui. Donc, généralement, les femmes qui sont expérimentées, qui pourraient aller dans des boards, elles ont, je pense, plutôt autour de, en tout cas à partir de 40 ans. Donc, je pense que ce pourcentage diminue encore drastiquement. Donc, au final, quelque part, la solution des quotas, elle semble... Je ne sais pas ce que tu en penses, Soumia. Déjà, moi, je voulais préciser quelque chose que finalement, disqualifier ou discriminer, c'est anti-économique. Je pense que se mettre dans les chaussures d'un dirigeant d'une entreprise, il faut se mettre dans l'approche de croissance économique, de croissance durable, de croissance soutenable. Et c'était juste pour parler des situations dans les entreprises, les enjeux réglementaires. Mais si on arrive à démontrer qu'effectivement les femmes, et c'est le cas, c'est un véritable levier de croissance économique, je pense que c'est aussi un des sujets qui permet de revoir la situation par rapport à des mouvements militants dans la cité, dans la société, qui sont très différents de ce qui se passe dans l'organisation. Ensuite, concernant les quotas, moi, j'ai été une femme quota, je peux le dire, parce que je suis rentrée dans un board, parce que j'ai bénéficié de cette loi Copé-Zimmermann. Pourquoi 40% dans les conseils d'administration? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Moi, je me la suis posée parce que moi, j'ai été dans un board où j'étais la seule femme. Ce qui se passe, c'est quand on est en minorité et moins de ces 40%, on singe la majorité. Et donc, on a une approche qui n'est pas celle d'avoir sa singularité, sa personnalité, son regard différent, puisqu'on a un regard différent, quoi qu'il en soit. Et que donc, ce qui a permis ces quotas, ça a permis de poser un pourcentage, finalement, d'une minorité qui soit représentative et peut prendre la parole. Et là, je suis dans un board où il y a 40% de femmes. Et effectivement, on a une vision très complémentaire. Chacun a des compétences très complémentaires. Et voilà, ça dépend du secteur d'activité. Il faut des ingénieurs. Moi, je suis plutôt juridique, école de commerce, RSE, tech. Donc, ça apporte. Même si les boards sont en général très financiers, très drivés par la finance. Mais le sujet du quota, il est essentiel. En dessous de ces 40%, finalement, la différence n'arrive pas à prendre le dessus. Et c'est très important d'avoir des regards différents. C'est ça qui crée finalement le challenge dans un conseil d'administration. On a vu plein d'exemples d'entreprises qui sont allées dans le mur parce que consanguinité, même vision, et ne pas regarder le monde qui change. Et je pense que cette diversité, qu'elle soit femme,
mais au sens large, la diversité socio-économique, de parcours, de formation, c'est ça qui permet d'amener de l'innovation et finalement une certaine performance aussi dans les conseils d'administration. Donc moi, je suis pour. Merci Soumia. Et c'est vrai, quand on regarde les chiffres, grâce à la loi Copé-Zimmermann, aujourd'hui, 45% des boards sont composés de femmes. Mais si on regarde les présidents des conseils d'administration, le chiffre tombe à 3% quand même. Donc c'est vrai que ça questionne quand même beaucoup. Voilà. Et ça, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Elias, 3%, est-ce que ça revient avec ce que vous disiez sur... Finalement, c'est toutes les personnes qui ont fait Polytechnique, qui ont fait l'ENA, et quelque part, ils sont tous... Alors, j'avoue que je découvre ce chiffre parce que je suis assez choqué. En même temps, on peut se dire que la loi Copé-Zimmermann est dans le paysage depuis quelques années, mais pas tant que ça. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont appelées à évoluer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcer aussi le rythme et aller plus vite. Et puis après, le monde des conseils d'administration, c'est une petite partie du monde de l'entreprise. Alors certes, c'est important parce que c'est ce qui veille aux destinées, à la stratégie de l'entreprise. Mais voilà, ce qui se passe dans les conseils d'administration, on est déjà dans un univers très à part, très feutré. Et je pense que les vrais problèmes et les vraies inégalités sont beaucoup plus aujourd'hui au niveau de toute la pyramide. Et c'est très bien d'avoir 40% de femmes dans le conseil, mais il faut que... Alors c'est pour ça que la loi Rixain est venue pour dire les conseils, ça ne va pas suffire pour faire ruisseler, donc on va mettre en plus dans les COMEX, parce que là, les COMEX, pour avoir des gens au niveau COMEX, ça veut dire qu'il faut qu'on ait aspiré à tous les niveaux au préalable des femmes. Donc on va plutôt dans la bonne direction, mais il y a encore de grands progrès, de très grands progrès à faire. Ouais, juste peut-être pour compléter aussi, parce que je pense qu'il faut prendre les quotas pour ce que c'est-à-dire que ça permet de briser le plafond de verre. Ça permet d'accélérer aussi l'arrivée des femmes dans ces grandes instances. Copé-Zimmermann a marché. Pour le coup, on est arrivé aux 40% de femmes, alors que quand on se remet 15 ans en arrière, au moment où c'est sorti en 2011, on avait toutes les grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120 qui disaient que ce serait impossible et qu'elles n'y arriveraient pas. Ou que, de toute façon, elles n'avaient pas besoin de la législation pour aller dans ce mouvement. Et d'ailleurs, le pourcentage à l'époque, tu le connais ou pas ? Je me souviens plus, mais bon, on était autour de 20%, je crois, quelque chose comme ça. Et ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la loi Rixain, c'est que ça a marché au niveau du conseil d'administration, mais ça n'a pas ruisselé, puisque les COMEX et les CODIR, aujourd'hui, sont en grande majorité masculines. Et du coup, la loi Rixain arrive pour dire, écoutez, en fait, ce qu'on vous a demandé sur les conseils d'administration, vous allez faire la même chose sur les CODIR et les COMEX. Et lorsque, chez Amundi, on analyse une entreprise, ce que l'on regarde aussi, c'est la présence, enfin le pourcentage de femmes au sein de l'entreprise versus le pourcentage de femmes dans les instances de direction. Puisque les instances de direction, normalement, doivent refléter, en fait, l'ensemble de leur workforce. Donc, normalement, si vous avez 30 ou 40% ou 70% de femmes, comme tu disais, dans la mode ou dans le luxe ou dans la grande distribution que je couvre, on devrait, à minima, s'attendre à ce que les instances de direction soient paritaires. Or, il se trouve que quel que soit le pays, que ce soit les US, que ce soit l'Europe, la France ou l'Asie, les instances de direction ne sont pas paritaires, alors même qu'il y a une majorité de femmes dans le reste de l'entreprise. Merci Lorna. Juste une question à Radia, puisque donc, tu t'occupes notamment de l'ESG chez Oderis et tu interviens pour des clients sur des sujets-là. Est-ce que tu fais des audits d'acquisition spécialisés ESG ? Et quels critères justement tu vas regarder au niveau des entreprises ? Alors effectivement, presque tous les fonds d'investissement aujourd'hui, en tout cas dans le private equity, vont demander à des conseils de réaliser des audits ESG. Donc dans ESG, on a le S, donc en général pré-investissement. Ce qu'on va regarder sur ces sujets-là, donc on a effectivement tout le volet réglementaire qu'on va couvrir. Et après, en fonction du niveau d'engagement du fonds sur ces sujets, on va aller plus ou moins plus loin sur ces sujets-là. Heureusement, tous les fonds le regardent, mais ne le regardent pas forcément de la même manière. Si je prends un exemple que je connais, mais chez Oderis, nous, par exemple, on a un index EGAPRO qui est à 100. C'est-à-dire que les salaires sont égaux qu'on soit un homme ou une femme, le salaire est le même. En revanche, on est 25% de femmes.
entre 25 et 30, et on est de moins en moins quand on évolue dans le grade. Et c'est ça qu'on va aller regarder aussi chez nos clients, parce qu'on le sait chez nous. Donc, au-delà juste de cet indicateur très chiffré, qu'est-ce qui se cache derrière et qu'est-ce qui a été mis en place aussi pour retenir, alors déjà pour recruter, ce que disait M. Jouini très bien, mais aussi derrière pour retenir les femmes. Donc, quelles sont les politiques qui sont en place ? Qui les gère, qui est en charge de ces sujets-là, comment ils sont pilotés. Voilà, donc on va essayer de creuser un peu plus. Donc tout le monde regarde ça, mais ne le regarde pas forcément avec le même œil. On a aussi une approche sectorielle assez intéressante. Ce que tu disais, Lorna, sur le fait que les conseils, les COMEX doivent représenter les effectifs, c'est vrai, mais nous, on a des exemples un peu contraires. On a un client, par exemple, dans le bâtiment, où il y a énormément d'hommes, en fait. Mais en fait, dans le COMEX, ou dans le CODIR en tout cas, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc c'est aussi une approche qui est assez intéressante d'aller regarder. Voilà, donc aujourd'hui, c'est des indicateurs qui sont regardés parmi d'autres, qui ne vont pas toujours entraîner un frein, en tout cas à l'investissement. En revanche, vont entraîner un accompagnement assez fort du fonds sur ces sujets-là, une fois que l'investissement se fait. Merci Aradia. Soumia, est-ce que tu souhaites compléter également ou Que dire T'es pas obligé, hein. Non, mais c'est vrai que moi j'ai un autre biais qui est le secteur du numérique et des technologies, qui est en grande souffrance. Enfin, je le disais tout à l'heure, où effectivement il faut d'abord faire émerger des compétences avant de les faire émerger au niveau des instances de gouvernance ou intermédiaires. Donc, on est vraiment dans une approche bottom-up pour le moment. Et on est très, très loin d'avoir des représentations dans le secteur de la tech de femmes dirigeantes. Il y en a quelques-unes, mais très souvent, et pour avoir échangé avec des femmes dirigeantes dans le secteur de la tech, parmi les éditeurs, les constructeurs, finalement, elles vivent très, très mal leur poste parce que la pression est telle et elle est présente puisque la majorité sont des hommes. Finalement, c'est pas du tout, il n'y a pas d'équilibre en tant que tel. Et en plus, quand c'est des groupes américains, je le rajoute, mais effectivement, c'est plus en termes de représentativité que finalement de capacité à faire bouger les lignes. Donc, les conseils d'administration, les instances intermédiaires, très importants. Dans certains secteurs, c'est vraiment au niveau des compétences premières, des postes, les premiers postes où là, les femmes sont dans la visibilité totale. Merci Soumia. Je vais vous citer Simone de Beauvoir. Je pense que tout le monde connaît cette citation, mais qui résonne particulièrement aujourd'hui. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante toute votre vie durant. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle résonne particulièrement, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump, le retour du masculinisme et finalement ce rejet de toutes les politiques de diversité qui ont été mises en place. Et j'aimerais avoir un peu votre avis justement là-dessus. Est-ce qu'on a peur finalement d'une contamination également en Europe et quelles sont selon vous finalement les actions aussi à mettre en place pour que nous, l'Europe, on ne soit pas touchés par ça et qu'on continue à avoir cette indépendance et notre liberté de penser qui fait également notre différence et notre singularité. Alors, je pense que les US, c'est aussi un marché très particulier. C'est un marché où la discrimination positive existe maintenant depuis des décennies. On n'a pas du tout la même chose en France ou en Europe. Pas que sur les sujets hommes-femmes. Et bien sûr, et pas que sur des sujets hommes-femmes, diversité ethnique ou même LGBT, etc. Donc c'est un marché quand même qui est très particulier. C'est un marché qui est aussi, en termes politiques, ces dernières années, la Cour suprême est aujourd'hui à majorité conservatrice et ça a énormément joué sur le droit des femmes et notamment sur la remise en question
de l'avortement, sur les politiques d'égalité, enfin sur les politiques de discrimination positive, non pas sur le genre, mais là pour le coup sur l'origine ethnique, etc., aux universités qui est maintenant interdite. Voilà, donc c'est un marché très particulier, c'est un marché où clairement maintenant Trump, tout le monde a peur de ce qu'il pourrait faire, et donc il y a un retour notamment de la tech, on l'a vu avec Mark Zuckerberg, on l'a vu avec d'autres, sur les sujets d'égalité homme-femme, et plus particulièrement en réalité sur les autres diversités. Aujourd'hui, on a vu là, dans les 45 jours qui viennent de se passer, en gros, un certain nombre d'annonces fracassantes de la part de grands groupes. Donc on a Walmart, par exemple, qui est le premier distributeur alimentaire aux États-Unis, qui a fermé la porte sur tout ce qui est D&I, presque. On a Target, c'est le numéro 5, pareil. On a Disney, qui remet en question un certain nombre de ses politiques, etc. Donc, et qui ont clairement dit qu'ils étaient allés trop loin sur ces sujets-là. On a aussi des entreprises, je pense que là, il y a un moment de sidération, comme sur plein d'autres sujets politiques de Trump. Et on n'a pas beaucoup entendu les voix qui portaient plutôt ce côté on va continuer ces politiques, etc. On a quand même 2 exemples là, tout dernièrement, puisqu'on est dans la période des assemblées générales aux États-Unis. On a 2 exemples. On a l'exemple d'Apple et on a l'exemple de Costco. 2 entreprises qui se font attaquer par un groupe conservateur et qui voient à leur AG déposer une résolution pour que ces 2 entreprises abandonnent leur politique D&I, justement pour cause de risque de rupture d'égalité et du coup de poursuites judiciaires. Les 2 entreprises, juste pour expliquer un petit peu rapidement, les entreprises, à chaque fois, elles donnent des conseils de vote aux investisseurs. Ces 2 entreprises conseillent à l'ensemble des investisseurs de voter contre cette résolution. Donc on voit déjà quand même qu'à partir de ce moment-là, les entreprises se positionnent sur le fait de continuer ou pas leur politique D&I. Et il se trouve qu'aux 2 assemblées générales, et pour Costco, ça a été un raz-de-marée, la résolution a été refusée à 98%. Donc vraiment, tous les investisseurs ont voté contre cette résolution. Ça a fait un peu de bruit, mais je trouve pas autant que ce que ça aurait pu faire. Parce que ça montre vraiment que les États-Unis sont un marché qui est partagé, véritablement, entre ceux qui sont conservateurs, qui sont contre toutes ces politiques D&I, et ceux finalement qui aujourd'hui essaient de se faire un peu discrets, peut-être, qui n'affichent pas grandement leurs valeurs, mais qui pour autant gardent leur position. Et puis il y a un autre sujet que nous on ne connaît pas trop en Europe et en France, qui est que là, le risque pour les entreprises, aujourd'hui, possible aux États-Unis, c'est des poursuites judiciaires. Alors, il se trouve que Pfizer a été attaqué par un de ses employés pour justement remise en cause de ses politiques diversité parce que discriminatoires contre, en gros, les Blancs et les Asiatiques. Le procès a été perdu. Donc, ça montrait bien aussi que la justice est là pour se positionner parfois en faveur de ces politiques D&I. Là, je pense que les entreprises, elles restent un petit peu prudentes parce qu'elles ne savent pas judiciairement aussi à quelle sauce elles vont être mangées. Merci Lorna. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce sujet également? Lies, peut-être? Non, je pense que... Tout a été dit. Tout a été dit et très bien dit. Sur les US, non, mais je voulais juste peut-être dire quelque chose sur les quotas pour aussi peut-être partager la réalité concrète dans la vie de l'entreprise. Moi, je crois beaucoup aux quotas. Honnêtement, ça nous a fait avancer très vite. En fait, au bout d'un moment, se fixer des objectifs chiffrés et avoir des indicateurs quantitatifs pour suivre quelque chose. En fait, il n'y a que ça qui existe dans l'entreprise. Tout le reste, on peut en discuter, mais ça n'a pas de réalité. C'est par ailleurs là-dessus que nous interrogent nos investisseurs et les différents cadres de reporting dans lesquels on est. Donc oui, franchement, soyons concrets. Oui, on a eu quelques remarques à la marge sur la discrimination positive, mais ça nous a pas freiné.
Et après, tu en parlais un peu, Soumia, je voulais parler aussi du rôle des communautés, parce que je pense qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de solitude des femmes, non seulement dans certains, mais même au sein d'une entreprise où il y a 70% de femmes. Donc nous, quelque chose qu'on va regarder aussi, c'est les Culture-M, donc les enquêtes de satisfaction des salariés. On va regarder la différence d'expérience vécue par les hommes et par les femmes. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus quali, mais c'est vraiment intéressant. On voit que dans les équipes dans lesquelles les femmes sont sous-représentées, généralement, elles ont une moins bonne expérience, un moins bon équilibre vie pro-vie perso, un ressenti de bien-être moins bon, un esprit de collaboration moins bon. Enfin, il y a tout un tas d'indicateurs comme ça qui pêchent. Et donc moi, je crois énormément, et c'est aussi quelque chose qu'on essaye de développer, à la puissance des communautés de femmes au sein de l'entreprise et de pouvoir être connecté à des femmes qui vivent la même chose au même moment, dans les mêmes métiers. Ça crée vraiment de la rétention. Merci Hortense. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quelles actions concrètes pensez-vous qu'on pourrait mettre en place à notre échelle, justement, pour essayer d'avancer vers cette égalité homme-femme? Donc, Hortense, tu parlais de l'importance des communautés de femmes et d'entraide et finalement de rôle modèle également. Est-ce que parmi vous, il y a d'autres actions concrètes qu'on pourrait mettre en place? Alors, j'allais dire quelque chose de tout simple aussi. Ça m'y a fait penser quand vous avez parlé de cooptation qu'on a mis en place et qui fonctionne assez bien. C'est de différencier la prime de cooptation. Et notamment sur les métiers sur lesquels on a une vraie rareté dans le sourcing, on va rémunérer beaucoup plus en cooptation le fait de trouver un profil féminin. Et ça marche bien, ça. Oui, voilà. L'autre chose également, l'autre moyen d'agir, je le disais tout à l'heure en aparté, les entreprises souvent objectent, notamment en tout cas dans certaines disciplines, pour l'ingénierie, etc., qu'elles ont du mal à trouver des candidates parce que les écoles d'ingénieurs elles-mêmes vont avoir, ou les filières scientifiques comptent moins de femmes. Mais les entreprises ont la possibilité de peser sur les écoles et sur les universités. C'est-à-dire que là-dessus, il ne faut pas hésiter à dire « nous voulons plus de femmes, nous voulons recruter plus de femmes ». Et donc, il faut que vous, université, que vous, école, fassiez également votre part du travail en matière de sourcing. Et le but de tout universitaire, j'étais pendant longtemps à la fois vice-président de mon université, responsable d'une formation. Mon but, c'est que mes étudiants se placent. Donc, si je reçois le discours selon lequel, aujourd'hui, sur cette filière-là, il y a une forte demande pour des jeunes femmes, je vais intégrer ça dans ma manière de recruter. Je vais peut-être être plus attentif également aux critères que j'utilisais jusque-là pour recruter. Donc, c'est vraiment un point extrêmement important. Vous avez la possibilité de relayer les difficultés que vous rencontrez collectivement auprès des universités et des écoles. De nombreuses entreprises siègent d'ailleurs dans des boards d'écoles et donc c'est l'occasion de faire entendre ce besoin. Et puis l'autre point sur lequel je voudrais attirer l'attention, on met souvent en avant le fait que l'intelligence artificielle va renforcer les stéréotypes ou risque de renforcer les stéréotypes. Et effectivement, comme l'a dit Soumia tout à l'heure, à juste titre, puisqu'elle s'abreuve du passé. Donc, elle va reproduire le passé. Mais ça, à la limite, je dirais, c'est l'effet qui est le plus facile à contrer, parce que dès qu'on en est conscient, on peut très bien corriger les choses en faisant évoluer soit les datas sur lesquelles on apprend, soit en mettant des coefficients correctifs pour surreprésenter des sous-populations qui n'étaient pas suffisamment représentées. Donc, ça se gère techniquement. En revanche, il faut voir aussi que l'intelligence artificielle va supprimer de nombreux métiers, va en créer d'autres aussi, mais ceux qui vont être supprimés, ce sont des métiers qui aujourd'hui sont très féminins. Les métiers de l'analyse, de la communication, de la synthèse vont être très impactés. Regardez aujourd'hui ce que fait ChatGPT de manière quasi instantanée. Et donc là, il y a un vrai risque parce que les hommes et les femmes ne vont pas être impactés de la même manière par la montée en puissance des usages de l'intelligence artificielle. Et donc là, il faut s'y préparer. Et c'est pour ça qu'il est important que les femmes soient en mesure d'investir tous les secteurs, et notamment les secteurs les plus en pointe et les plus porteurs pour l'avenir. D'où, Soumia, ton plan Marshall qui revient. Oui. Et puis effectivement, avec le syndicat du numérique, Numéum,
c'est un plan de reconversion aussi massif, puisqu'on va créer plus d'emplois avec l'IA qu'on va en détruire, et que tout le travail va être d'upskiller et de reskiller les personnes qui sont dans ces métiers, et notamment un grand programme de reconversion au métier du numérique pour les femmes, même si elles ne sont pas issues d'écoles d'ingénieurs. Je pense que c'est important aussi d'expliquer. De toute façon, le nombre d'ingénieurs qui sortent chaque année n'est pas suffisant pour justement remplir les attentes et les besoins des entreprises. Donc, on peut aussi accompagner, on travaille beaucoup bien sûr sur les soft skills, et ensuite on va accompagner dans des programmes de formation au métier du numérique et de l'IA beaucoup de femmes. Et ça, c'est très important, même si une étude démontre qu'en matière de formation continue, dans les entreprises, notamment dans la tech, les hommes sont plus et mieux formés que les femmes. Là aussi, il y a encore un décalage, et que donc, voilà ce que nous faisons. Et surtout, un autre sujet, il faut travailler bien sûr sur les modèles, mais des modèles qui soient accessibles. Donc, on a par exemple travaillé sur les définitions de postes. Quand vous regardez des postes à pourvoir en numérique, c'est quasiment incompréhensible. Donc, il faut aussi considérer, et on est allé dans les écoles et on explique qu'est-ce qu'un métier de codeur, de data analyst. Enfin, ça, c'est pas à l'école, mais même auprès des jeunes filles qui doivent aller vers les métiers du numérique. Et il faut que ce soit à la fois... Donc, moi, j'ai mis en place un programme qui s'appelle Women in Tech by James, et j'invite tous les mois une femme qui est dans les métiers de la data, de l'IA, de la cyber, et qui explique le plus simplement possible son métier, parce qu'il y a un sujet d'accessibilité. Ça reste encore aujourd'hui très inaccessible et très technique. Donc, voilà, déconstruire en permanence et communiquer, mais aussi faire aussi, mettre en place des programmes sur le long terme. Merci Soumia. Compléter sur ce point rapidement. Non, bien sûr. Non, mais avec plaisir. Justement, il nous reste juste 15 minutes. Donc Radia, tu vas prendre la parole, et avec plaisir, et même plus. Et ensuite, on ouvrira justement les questions au public. Juste, on parle beaucoup de recrutement, mais on ne parle pas assez de rétention. Parce qu'une fois qu'on est là, le but, c'est aussi de rester. C'est aussi comme ça qu'on arrive à évoluer et à arriver dans des CODIR, des COMEX, etc. Après, on peut partir ailleurs et faire ça ailleurs. Mais l'idée pour les entreprises, c'est aussi de garder ces talents féminins. Donc, une fois qu'elles sont là, comme on fait quoi, littéralement Si je reprends notre exemple, avec des salaires parfaitement égaux et des capacités d'évolution qui sont a priori égales, qu'est-ce qui nous bloque ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir, même à garder ce 25 ou 30% à des grades de plus en plus élevés ? Pourtant, il y a plein de choses qui sont mises en place. Là, je pose beaucoup de questions parce que je n'ai pas forcément les réponses. On a par exemple un congé paternité qui est quasiment doublé, qui est offert par l'entreprise, et c'est pareil pour le congé maternité. Mais voilà... Qu'est-ce qu'on peut faire pour que quand les femmes, par exemple, reviennent à leur post-congé maternité, je pense que certains d'entre nous pourraient aussi en parler de manière un peu plus précise, retrouvent en fait les mêmes ambitions que lorsqu'elle est partie. Est-ce qu'on ne pourrait pas imposer un congé paternité qui est encore aujourd'hui trop peu pris et parfois même un peu tabou dans certains secteurs de le prendre ? Moi, j'ai déjà vu des personnes revenir au travail 48 heures après la naissance, des hommes en tout cas. Voilà. Donc, il y a plein de réflexions comme ça qu'on pourrait aussi avoir sur, OK, elles sont là, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles restent aussi ? Et là, j'ai pris l'exemple de la maternité, mais il y a d'autres sujets au sein de l'entreprise sur lesquels on n'a pas forcément le temps de s'étaler, qui peuvent être des freins et qui ne sont pas forcément perçus de la même manière quand on est une femme que quand on est un homme. Merci Radia, tu as tout à fait raison. Alors, je vais ouvrir, je ne sais pas s'il y a des personnes dans le public qui souhaitent poser des questions et profiter de nos intervenants. Alors, moi, j'ai une question qui revient vraiment à l'origine même du problème. On sait que en CP et en maternelle, le niveau en mathématiques des filles se dégrade. Alors, c'était déjà pas génial, mais donc c'est de pire en pire. Moi, je trouve ça très, très effrayant. Qu'est-ce qui existe, par exemple, dans d'autres pays comme best practice ? Enfin, pourquoi est-ce que c'est comme ça en France ? Et en plus, si j'ai bien compris, c'est toute catégorie socio-professionnelle, toute géographie. Donc, pourquoi ? Et aussi, qu'est-ce qui existe comme
solution? Alors effectivement, ce qu'on constate, c'est que c'est entre le CP et le CE1. À l'entrée au CP, les filles ont les mêmes compétences que les garçons. À la fin du CE1, si on regarde parmi ceux qui performent le mieux, eh bien, on a déjà perdu une proportion importante des filles. Il y a une expérience qui a été conduite que je trouve extrêmement intéressante. Là, on s'est adressé à des enfants de 5 ans et on leur a dit, on va vous faire un petit exercice. Et aux uns, on a dit que c'était un exercice de géométrie. Et en fait, c'est une figure qu'il faut mémoriser, puis recopier, etc. Donc, aux uns, on a dit que c'était un exercice de géométrie et que c'était un exercice sur lequel les garçons, d'habitude, performent bien. Et de l'autre groupe, mais c'est des groupes de plusieurs centaines d'enfants, hein, et avec autant de filles que de garçons, et l'autre groupe, on leur a dit, c'est un exercice de dessin, et dans lequel les filles ont l'habitude de mieux performer. Eh bien, en fait, le groupe à qui on a dit que c'était de la géométrie et que c'était un exercice pour garçons, les garçons ont effectivement mieux performé. Et le groupe à qui on a dit que c'était un exercice de dessin et que c'était un exercice pour filles, entre guillemets, eh bien, les filles ont effectivement mieux performé. Donc, on est très tôt soumis au poids des attentes, des représentations et des stéréotypes. Or, il se trouve que à l'école, dans les familles, on ne va peut-être pas se comporter de la même manière vis-à-vis du petit garçon ou vis-à-vis de la petite fille. Parfois, peut-être pour de bonnes raisons. Peut-être qu'on va considérer que le garçon est très turbulent et on va lui dire, écoute, si tu ne peux pas te concentrer sur tout, concentre-toi surtout sur les maths. Parce qu'il faut être efficace. Alors que la fille, on va lui dire, mais il faut tout travailler, et donc elle va moins consacrer de temps ou d'énergie aux mathématiques par rapport aux autres matières. Les enseignants eux-mêmes, d'abord dans le primaire, ce sont essentiellement des enseignantes, et essentiellement à formation principale non scientifique. On sait que, pareil, indépendamment de la formation de l'enseignant, les filles réussissent mieux en mathématiques et poursuivent plus des études mathématiques quand elles sont dans des écoles non mixtes. Ça n'est pas pour mettre en avant comme recommandation de séparer les enfants à l'école, mais ça reflète très probablement le comportement de l'enseignant. Si vous n'avez que des filles dans votre classe, vous allez pousser les meilleures d'entre elles, celles qui auront l'air d'avoir le plus de compétences en mathématiques, je vais leur dire poursuivre mathématiques, et puis celle qui a plus de compétences en histoire, je vais la pousser vers l'histoire. Quand j'ai des filles et des garçons, eh bien, je vais avoir tendance à pousser plus les garçons vers les mathématiques, l'informatique, le numérique, etc., et plus les filles vers les matières littéraires. Donc, ça veut dire qu'il faut, que l'on soit conscient, et il faut agir à tous les niveaux, au niveau des familles, au niveau de la société, au niveau des enseignants. Il faut être capable de décortiquer les stéréotypes, les identifier, et face à ça, en même temps, mettre en place, on en a parlé tout à l'heure, des rôles modèles, donc des exemples de réussite, et qui ne soient pas juste quelques exemples de réussite exceptionnelle. Oui, bien sûr, il y a Marie Curie, mais toutes les petites filles ne vont pas forcément s'identifier à Marie Curie, et tous les petits garçons ne vont pas s'identifier à Einstein. Mais voilà, il faut qu'il y ait des exemples de réussite à tous les niveaux, et dans toutes les disciplines, et que chacun puisse s'en saisir, les enfants, mais également les adultes qui sont autour d'eux. Merci Eliès. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, tu voulais parler, Soumia, peut-être ? Et juste peut-être pour compléter, mais c'est peut-être un peu polémique, c'est que notre système éducatif, et que ce soit l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, n'a pas fait ni sa mue, ni sa transformation. Il suffit simplement de regarder les rankings et l'ensemble du niveau. Et voilà, tu parlais des enseignants. Ils sont très partie prenante aussi dans ces biais qu'on fait perdurer. Et je rappelle quand même qu'il y a 100 000 jeunes qui sortent chaque année sans le bac. On les appelle les décrocheurs. Et que c'est quand même la conséquence de quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà. Merci Soumia. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? Non, mais c'est pas grave. J'ai vu, Lorna, tu voulais intervenir aussi. C'est ma petite expérience personnelle. Pour le coup, j'ai un enfant de 7 ans et je peux vous dire que côté école, c'est pas simple non plus. Enfin, on voit combien, très rapidement, tu parlais 4-5 ans ou 6-7 ans CP, CE1, mais en fait, en maternelle, déjà... Dès la crèche, Lorna. Ouais. J'avais pas jusqu'à là, mais c'est vrai. Les puéricultrices de la crèche, bien sûr. Combien, en fait, la société est
pétri de stéréotypes et combien en fait les gens ne se rendent pas compte. Le nombre de fois où j'ai eu « Non mais moi j'élève ma fille et mon garçon exactement de la même manière. En revanche ma fille elle adore le rose et les licornes et mon fils les voitures. » Et je vous assure que c'est jamais remis en question. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un ADN pour les filles qui nous dit « Vous aimez le rose et les garçons vous aimez le bleu. » Je rappelle quand même qu'on est dans une société judéo-chrétienne. Regardez tous les tableaux de religieux. Marie, elle porte quoi ? Elle porte un voile bleu. Voilà. Donc ça montre bien qu'en fait, ce bleu et ce rose, c'est une construction du 19e siècle et c'est une construction purement culturelle. Mais en fait, c'est commercial. Et commerciale aussi après. Mais c'est pas du tout remis en question par une grande partie de la population. Mais très souvent, par exemple, en matière de rôle des parents, quand vous discutez avec les parents, un certain nombre d'entre eux, et de bonne foi, vous dire « Ah, mais moi, j'ai laissé mes enfants choisir leurs études, mais vraiment complètement librement. » Et ils en sont convaincus. À part que, quand vous avez un garçon qui est bon en tout, une fille qui est bonne en tout, et qui vous dit « J'ai décidé de faire des études d'ingénieur », vous lui dites « Très bien, ma fille. » Mais si elle vous dit « J'ai décidé de faire des études d'art », vous allez lui dire « Très bien, ma fille aussi. » Si le garçon est bon en tout et il vous dit « Je vais faire des études d'art », vous dites « Oui, c'est bien, mais tu es sûr ? Parce que c'est dommage quand même. Parce que tu sais, on est mieux rémunéré en étant ingénieur. » Donc, finalement, on ne va pas transmettre les mêmes choses sans même s'en apercevoir. Eh bien, je pense que ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous tous pour cet échange qui, je pense, a été vraiment passionnant. Voilà, et je suis ravie de clôturer ce premier épisode de Voix de l'Audace auprès de vous. Et excellente soirée à vous tous. Merci. Merci beaucoup.